Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec votre entourage. C'est très important pour moi et cela permet à cette chaîne d'être mieux connue. Merci à tous de votre soutien pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 14 décembre 2024 avec comme titres principaux, tout d'abord, on a Trump qui a déclaré de manière fracassante que les morts en Ukraine côté soldats ukrainiens ont fait 400 000 morts et côté soldats russes 600 000 morts. Zelensky, immédiatement furieux, a dit que non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu 400 000 morts, mais 43 000 depuis le début de la guerre. Alors évidemment, nous allons voir cela, Zelensky vraiment furieux. Nous allons voir aussi que, toujours avec Zelensky, eh bien, il a bravement refusé d'obéir aux ordres de Washington qui datent de plusieurs semaines, si ce n'est même plusieurs mois, d'abaisser l'âge de la mobilisation à 18 ans. Et là, Zelensky, à la Rada même, a refusé cela et il a même envoyé un tweet disant qu'il ne ferait pas cela, bien évidemment parce que cela ne passerait jamais dans la société ukrainienne. Et devant le refus de Zelensky d'abaisser l'âge de mobilisation à 18 ans, eh bien on a Washington qui menace Kiev de ne plus leur fournir d'armes s'ils n'abaissaient pas l'âge à 18 ans. Donc là, on a affaire à un Zelensky qui est vraiment rebelle. Nous verrons bien comment cela finira. Nous allons voir aussi le fait que les soldats nord-coréens ne sont toujours pas présents. Alors c'est ennuyant parce que ces soldats nord-coréens avaient été le prétexte pour l'administration Biden de faire des frappes avec des attaques MS sur Kursk, très précisément. On dit la Russie, mais en réalité, l'administration Biden n'avait autorisé cette utilisation d'attaques MS que sur Kursk pour combattre justement les Nord-Coréens afin de tous les exterminer. Plus exactement, c'était ça qui avait été accordé. Alors, bien évidemment, pas de soldats nord-coréens. Moi, ça fait déjà plus de 2 mois que je vous dis qu'il n'y avait strictement aucune preuve qu'il y ait même un seul soldat nord-coréen en Russie, dans toute la Russie, aucune preuve. Et à Kursk, malheureusement, apparemment, il n'y a rien. La semaine dernière, je vous ai montré un article du Financial Times qui disait que les soldats ukrainiens disaient eux-mêmes qu'il n'y avait pas de soldats nord-coréens à Kursk. C'est ennuyeux. Donc voilà, donc énorme mensonge de la part tout d'abord de la Corée du Sud, de l'Ukraine bien sûr, et des États-Unis. Et le fait que c'est commencé en Corée du Sud, c'est certainement sur ordre de Washington. De toute manière, c'était logique. Il fallait bien que ça soit amené comme cela. Et donc, bref, pas de soldats nord-coréens. Et maintenant, l'affaire semble définitivement enterrée puisque plus aucun média n'en parle. Vous avez noté, avant, on nous parlait que de cela. On nous disait 2600 soldats nord-coréens à Kursk, 10 000 soldats nord-coréens à Kursk. Zelensky qui nous disait ça y est, les Nord-Coréens se battent déjà avec les soldats ukrainiens en Ukraine. En Ukraine. Heureusement que Mark Rutte, chef de l'OTAN, était intervenu pour dire non, 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 ce n'est pas vrai, ils ne se battent pas en Ukraine. Mais par contre, ils attendent patiemment à Kursk et dans quelques jours, ils vont se battre contre les Ukrainiens. Ça, c'est Mark Rutte, mais en synchronisation parfaite avec le Pentagone qui disait la même chose, Anthony Blinken, Jake Sullivan,
il disait la même chose. Le seul qui ne s'est pas vraiment mouillé côté gouvernement américain, c'est Lloyd Austin, le ministre de la Défense. Bon. Mais à part lui, voilà, tout le monde est certain, soldats nord-coréens à Kursk, mieux encore, la Russie, en partenariat avec la Corée du Nord, prévoyait que 100 000 soldats nord-coréens allaient combattre les Ukrainiens. Eh oui, on a lu tout ça dans nos grands médias. Bon, c'est toujours la même chose avec les grands médias. On nous préparait psychologiquement pour avoir un prétexte afin que l'administration Biden, qui avait toujours refusé la frappe d'attaque MS, ben là, le fasse. Il fallait un argument énorme pour que les médias puissent dire, sans perdre la face, bah regardez, alors là franchement la Russie elle a complètement abusé, donc ça oblige l'administration Biden à donner l'autorisation de frapper avec des attaques MS. Alors tout ça est absolument ridicule, c'est une véritable mascarade grotesque. Mais bon, ils n'ont plus que ça. N'oublions pas que l'administration Biden est en pure panique et doit absolument faire une escalade avec la Russie avant le 20 janvier. Surtout que là, dernièrement, il y a eu encore une attaque de 6 attaques MS dans l'oblast de Rostov, donc dans le sud de la Russie. Et oui, encore. Voilà, il y avait une attaque à Kursk, et ben maintenant, deuxième d'attaque MS en Russie même, à Rostov. Donc cela ne correspond pas à ce qu'avait dit l'administration Biden, c'est-à-dire l'utilisation des attaques MS que pour Kursk, à cause des soldats nord-coréens. Et bien là maintenant, c'est l'oblast de Rostov, donc sud de la Russie. Mais cette fois, les 6 attaques MS ont tous été arrêtés en plein vol. 2 ont été abattus en plein vol par des Pantsir M. Et les 4 autres ont été arrêtés simplement par les brouilleurs électroniques russes, qui sont de loin les meilleurs du monde, puisqu'ils arrivent même à arrêter les attaques MS et Storm Shadow uniquement avec des brouilleurs. Donc tout cela est très puissant côté russe. Il est vrai que les Russes, il y a de cela près d'un an et demi à peu près, ils avaient réussi à récupérer un attaque MS qui était tombé dans un champ et très peu endommagé. Donc les Russes ont pu l'étudier à loisir de manière très approfondie. Et depuis lors, ils ont pu créer un brouillage électronique adéquat pour pouvoir s'attaquer à ces missiles, donc Storm Shadow-Scalp. Donc exactement comme ils avaient fait avec les HIMARS. Ils avaient pu récupérer quelques HIMARS tout à fait intacts. Ils les ont étudiés et quelques semaines après, ils avaient des brouillages électroniques suffisamment puissants pour arrêter quasiment tous les HIMARS qui leur tombaient dessus. Donc méthode classique hein, de rétro-engineering, comme on dit en anglais. Bref, donc il y a eu une attaque là récemment de 6 attaques MS sur l'aérodrome militaire de Taganrog, dans l'oblast de Rostov, dans le sud de la Russie. Voici une carte pour mieux situer la frappe des 6 attaques MS dans l'oblast de Rostov, en Russie même, et la base militaire de Taganrog est ici. Vous voyez là où est l'épingle, Taganrog, c'est là. Et comme vous pouvez le constater, c'est assez proche du front. Le front, c'est la ligne rouge. Et par exemple, d'ici à Taganrog, il y a environ 150 km. Et évidemment, c'est une énième escalade après les frappes de 6 attaques MS à Kursk, qui ont engendré l'utilisation du missile hypersonique Oreshnik, qui est impossible à arrêter, je le rappelle, et qui a détruit le complexe militaire-industriel gigantesque
de Yuzhmash. Alors maintenant, on a plus d'informations sur Yuzhmash. Donc Yuzhmash a bien été détruit d'après plusieurs sources. Alors évidemment russes, hein, ça va de soi, c'est pas les Ukrainiens qui vont dire ça, mais avant il y avait un flottement parmi les blogueurs russes, là maintenant il y a un consensus. Donc on peut supposer que c'est devenu confirmé. Et d'ailleurs, ce qui expliquerait pourquoi il est absolument interdit pour les Ukrainiens de filmer, de prendre des photos du complexe militaire industriel de Yuzhmash. C'est absolument interdit, personne n'a le droit même de s'approcher. Bref, donc 6 attaques MS envoyées dans l'oblast de Rostov dans le sud de la Russie. Vladimir Poutine a immédiatement pris la parole et a dit qu'il y aurait une contre-attaque appropriée. Alors il y a déjà eu, on va dire, une contre-attaque, puisque peu de temps après, il y a eu une frappe massive de missiles et drones sur l'infrastructure énergétique ukrainienne. Et oui, une énième fois, encore une fois. Mais bon, bref, cette attaque de 6 attaques MS n'a fait aucun dégât réel, à part des dégâts mineurs. Il y a quelques voitures dans un parking qui ont été légèrement abîmées et quelques techniciens sur l'aérodrome militaire qui ont été légèrement blessés par la chute des débris, car les 6 attaques MS, les 6 missiles américains, ont été arrêtés en plein vol. Donc 2 ont été abattus par des Pantsir M, donc complètement détruits en plein vol, et les 4 autres ont été arrêtés grâce à un brouillage électronique russe. Voilà, mais les débris de ces attaques MS ont fait quelques dégâts mineurs malgré tout. Donc, comme on peut le constater, encore une escalade. Encore. Donc, on a une escalade faite par les Américains, parce que évidemment, cela ne peut être fait que par les Américains, hein, et non pas par les Ukrainiens, les frappes d'attaque MS, tout comme les frappes d'HIMARS ou les tirs d'obusier César d'ailleurs. Hein. Chaque pays doit obligatoirement intervenir pour l'utilisation de ce matériel. Bref, donc on a une escalade encore, escalade qui a été d'ailleurs désapprouvée par Donald Trump qui a pris la parole et qui a dit qu'il désapprouvait complètement cette escalade avec ses tirs d'attaque MS. Alors, juste après, il y a Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a dit que pour une fois, il était d'accord avec les Américains et qu'ils étaient d'accord avec Donald Trump. Et d'ailleurs que ça augurait un, un avenir plus positif qu'avant. Bon, nous verrons bien. Mais en tous les cas, on note qu'il y a une escalade et une utilisation des attaques MS qui ne sert strictement à rien. Alors, vous vous souvenez, pendant un an et demi, au moins un an et demi, Zelensky demandait l'autorisation de frappe de la Russie avec des attaques MS, et c'était la clé de voûte de ses demandes. Ça allait tout changer. Avec ça, il allait avoir un levier pour négocier, il allait pouvoir faire beaucoup de destruction, ennuyer les Russes, mais, voilà, cette arme magique, bah, comme toutes les autres armes magiques, hein, vous savez, les Switchblade, les HIMARS, les obus Excalibur, les attaques MS, les F-16, les Léopard 2, les chars Abrams, bah, toutes ces armes magiques n'ont servi strictement à rien, à part avoir une mauvaise réputation à l'international, et là je parle surtout des chars Abrams et des chars Léopard 2, ça leur a foutu un coup au niveau de l'armement international quant à la réputation. Alors ça c'est un responsable anonyme de Rheinmetall, donc la grande entreprise allemande qui avait divulgué ça dans le journal allemand Handelsblatt, pardon. Bref, donc voilà, armes magiques qui n'ont servi strictement à rien, la fameuse demande de Zelensky, qui au final, on le voit,
tout comme, tout comme toutes les autres armes magiques dont on parlait auparavant, qui devaient tout changer, donc qui devaient changer la donne, hein, F-16, etc., bah, ça ne sert à rien. Et pourtant, on nous avait prévenu. Joe Biden l'a dit à 3 reprises à Zelensky. Lloyd Austin, le ministre de la Défense, avait dit publiquement dans le New York Times qu'une frappe d'attaque MS en Russie ne servirait à rien parce que les aérodromes militaires avaient été vidés dans un espace d'au moins 300 km par rapport à la frontière ukrainienne. Donc ça ne servait à rien. Lloyd Austin, hein, je cite Lloyd Austin. Voilà. Et il avait raison. La preuve est là. Et toujours dans l'escalade, mais cette fois économique, on a les États-Unis qui viennent de dire qu'ils projetaient de donner 20 milliards de dollars à l'Ukraine en utilisant les intérêts des avoirs russes d'environ 200 ou 300 milliards de dollars, on ne sait pas trop exactement. Alors évidemment, alors déjà au niveau économique, des intérêts qui rapportent 10% par an, à peu près 10-15% par an, bref, cela n'existe pas, hein, c'est du rêve. Donc, bon, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Moi, j'ai lu dans Bloomberg que, en réalité, ces 20 milliards, déjà, s'ils étaient vraiment là, ils seraient échelonnés sur une très longue période. Et oui, hein, vous savez, c'est comme les 60 milliards qui avaient été débloqués, les 60 milliards tant attendus pendant des mois et des mois. Bah là, les États-Unis n'en ont fourni qu'à peine 8 milliards depuis tout ce temps. Donc c'est très 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 lent. C'est à se demander s'ils veulent vraiment aider l'Ukraine. Bref, et donc, et ces 20 milliards, bah, il y a des gens qui disent au gouvernement américain, maintenant, est-ce vrai, est-ce faux, je ne peux pas le confirmer, je ne suis pas un spécialiste en économie américaine, mais en plus, ces 20 milliards d'intérêts seraient normalement subordonnés à l'accord du Congrès américain. Voilà. Mais bon, le problème, c'est que Mike Johnson, le président du Congrès américain, vient de dire qu'il n'autoriserait plus aucune aide à l'Ukraine par rapport au Congrès, hein. On parle de l'aide, des aides autorisées par le Congrès. Donc déjà, le Congrès, il refuse toute aide à l'Ukraine. Alors si ces 20 milliards d'intérêts utilisés doivent passer par le Congrès, eh bien l'Ukraine n'aura rien. Voilà, tout simplement. Par contre, ils ont dit que Donald Trump, une fois président, avait toute autorité pour arrêter ces 20 milliards de dollars, annuler complètement ce projet-là. Voilà, donc ça sent quand même mauvais pour l'Ukraine. Donc vous voyez, l'escalade a se fait au niveau économique. Et c'est pas fini. On a l'Union européenne qui a décidé de faire une 15e sanction sur les tankers donc pétroliers russes de la flotte dite fantôme. Alors j'adore l'appellation des tankers fantômes russes, mais bon, bref. Alors apparemment, d'après ce que j'ai compris, toujours dans Bloomberg, cela représenterait 76 tankers qui ne pourraient plus aller dans les ports de l'Union européenne. Mais bon, les spécialistes disent que, bon, entre dire une chose et que vraiment on agisse pour interdire ces tankers, bah, il y a un monde. Donc nous verrons cela et nous verrons si ces sanctions sont vraiment confirmées. Apparemment, c'est pas encore confirmé. Nous allons voir si c'est vraiment confirmé. Donc vous voyez, on est toujours dans l'escalade. Et Bloomberg disait dans son article que ben, si cela arrivait vraiment, eh bien, on aurait une inflation en Europe du fait que le pétrole coûterait plus cher. Voilà, donc tout serait plus cher, l'essence à la pompe, etc. Les entreprises auront encore plus de difficultés à payer les factures énergétiques. Bref, etc., etc. Donc c'est encore une fois l'Union européenne qui se tire une balle dans le pied, parce que vous vous doutez bien que les tankers, il y a plein de moyens
ils pourront quand même vendre le pétrole, bien évidemment, ils pourront toujours vendre le pétrole parce que la Russie a énormément de pays alliés qui seraient prêts à récupérer le pétrole et ensuite le vendre beaucoup plus cher à l'Europe. On a le cas emblématique de l'Inde qui fait ça de manière extrêmement massive. Donc l'Inde qui achète le pétrole à la Russie, le raffine et le revend beaucoup plus cher à l'Europe. Donc ce qui est complètement ridicule puisque ça reste du pétrole russe de toute manière. Et bien là ça fera la même chose mais avec les tankers dits fantômes russes. Bref, de l'escalade économique aussi, bien évidemment. Mais bon, bref, tout ça fait que ça s'accumule, ça s'accumule. Nous verrons comment cela va se finir. Bref, cette vidéo va être en deux parties, donc on va regarder les articles avec les informations générales et les informations générales seront suivies de la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain, les dernières nouvelles sur le front. Donc ne manquez pas la carte militaire. Voilà, commençons. Alors on va commencer avec un article du Washington Post qui nous dit, en gros titre, Zelensky affirme que les morts de la guerre en Ukraine ne représentent qu'une petite fraction des affirmations de Trump. Le président élu, Donald Trump, a déclaré que Kiev avait perdu quelques 400 000 soldats dans la guerre avec la Russie, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que 43 000 personnes sont mortes. Donc là, on a un différentiel de 10 quand même. Alors évidemment, Donald Trump, lui, il a les informations entre guillemets réelles, je dis bien entre guillemets, du Pentagone. Et Zelensky, lui, il est dans la suite de sa propagande, parce que évidemment, il est seul au monde, je dis bien seul au monde, à dire qu'il n'y a que 43 000 soldats ukrainiens qui sont morts depuis le début de la guerre. Il est le seul à dire ça, bien évidemment. Alors, bon, moi j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur les morts des deux côtés, avec des preuves implacables, et des fois du côté même de commandants ukrainiens. Je ne vais pas me répéter ici. À savoir que le colonel McGregor, qui est une voix extrêmement entendue, extrêmement populaire dans le monde et très respecté, puisque c'était le premier conseiller militaire de Donald Trump quand Donald Trump était président. Donc le colonel McGregor, lui, il a toujours des liens avec le Pentagone. Et d'après le colonel McGregor, alors après, on le croit, on le croit pas, mais d'après le colonel McGregor, les derniers chiffres pour lui, c'est entre 650 000 et 700 000 morts côté ukrainien. Et si on compte morts et blessés, pour lui, c'est au minimum 1 million, voire 1 200 000. Voilà, bon, ça c'est selon le colonel McGregor. Évidemment, encore une fois, je le répète, on y croit, on n'y croit pas. Pour être exact dans les propos de Donald Trump, lui, il disait qu'il y avait 400 000 soldats ukrainiens morts, mais il disait qu'il y avait 600 000 soldats russes morts. 600 000, d'après la déclaration complète de Donald Trump. Alors évidemment, ça n'a quand même pas plu à Zelensky qui a été absolument furieux. Et Donald Trump qui avait révélé ces chiffres sur son compte Truth Social, ça a été immédiatement vu par Zelensky qui lui a fait publiquement cette fois, il n'a pas fait de tweet ou il n'a pas répondu sur Truth Social. Lui, il a dit publiquement voilà, que non, c'est 43 000 morts et non pas 400 000. Voilà, il tenait vraiment à rectifier cela. Alors, bon, dans la vidéo, là, un petit peu plus tard, on va voir les chiffres de BBC Mediazona, une petite mise à jour, et vous allez voir qu'évidemment,
Là, ça ne met pas d'accord ni le Pentagone ni Zelensky. BBC Mediazona donne des chiffres qui n'ont absolument rien à voir avec le Pentagone ou Zelensky. Mais nous verrons cela plus tard. Alors nous allons voir dans cet article qu'en réalité, Zelensky a deux brouilles. Une avec Trump, comme on vient de le voir, et une avec Joe Biden. Alors quand je dis Joe Biden, vous m'avez compris, hein, c'est pas Joe Biden lui-même, c'est l'administration Biden, bien entendu. Alors que lit-on dans le Daily Telegraph? On lit pourquoi le refus de Zelensky de recruter davantage d'hommes a torpillé ses relations avec Washington. Le président ukrainien prévient l'administration Biden que la priorité devrait être de fournir des missiles et de réduire le potentiel militaire de la Russie. Alors cet article du Daily Telegraph tombe très bien puisque la semaine dernière je vous avais parlé de Jake Sullivan, donc le chef de la sécurité des États-Unis, qui lui, dans une interview à MSNBC, avait dit à la télévision que Zelensky devait absolument mobiliser les hommes de 18 ans parce que sinon les États-Unis pourraient renacler à l'aider dans son combat avec la Russie. Et il avait même dit que sans cela, l'Ukraine était perdue. Donc ça, c'était Jake Sullivan. Donc là, vous voyez, on a la continuité de Washington, qui est cohérent avec lui-même. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Volodymyr Zelensky vient peut-être de donner les derniers ordres concernant sa relation avec Joe Biden dans l'une des attaques les plus ouvertes contre le président sortant à ce jour. On est carrément dans l'attaque de Zelensky contre Joe Biden. On en est là, hein. Il y a eu de nombreuses disputes entre les deux dirigeants au cours des près de 3 ans de conflit. Mais la dispute qui a commencé à éclater la semaine dernière pourrait bien être celle qui mettra fin à toutes ces disputes. Ces dernières semaines, les responsables américains ont discrètement exhorté leur homologue ukrainien à enrôler des hommes dès l'âge de 18 ans pour les envoyer au front dans la guerre contre l'invasion à grande échelle de la Russie. Vous voyez, maintenant ça apparaît très clairement dans les médias. Moi, ce fait-là que Washington voulait que l'Ukraine mobilise des jeunes de 18 ans, ça fait longtemps que je vous en parle. Ça fait quelques mois que je vous en parle. Parce qu'en réalité, le coup de Jake Sullivan, là, qui parle à la télévision américaine, il l'avait déjà dit dans des articles du New York Times. Ne l'oublions pas. Donc, nulle surprise, là, les États-Unis, avant le 20 janvier, veulent pousser au maximum et que ça devienne une réalité le plus rapidement possible. Et là, vous voyez, là, c'est très, très clairement confirmé. Washington fait valoir que la pénurie de main-d'œuvre atteint un stade critique, alors que la Russie progresse régulièrement dans l'est de l'Ukraine et qu'il est possible que Donald Trump retire son soutien militaire à Kiev lorsqu'il prendra ses fonctions en janvier. Et oui, c'est tout à fait possible. Et là, je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Effectivement, Washington a raison. L'Ukraine n'a plus d'hommes. Donc, ils sont obligés de se tourner vers des très jeunes hommes, c'est-à-dire 18 ans. On va voir, je vais vous faire une analyse poussée, un peu plus poussée plus tard, concernant ce manque d'hommes. Il faut qu'il y ait des gens en première ligne. Ces avertissements sont devenus publics lorsque le secrétaire d'État Anthony Blinken est arrivé à Bruxelles pour une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Même avec l'argent, même avec les munitions, il faut qu'il y ait des gens sur la ligne de front pour faire face à l'agression russe, a-t-il déclaré aux journalistes. Là, j'avoue, il n'a pas tort. Effectivement, c'est la logique. Mais, par exemple, il est nécessaire d'impliquer les jeunes dans la lutte. Pour l'instant, les jeunes de 18 à 25 ans ne participent pas à la lutte, a-t-il ajouté sur Reuters. Selon les règles actuelles, les hommes sont enrôlés
dans l'armée ukrainienne à partir de 25 ans. C'est vrai. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, dirigé par les États-Unis, s'est également joint à cette déclaration. Nous devons évidemment nous assurer qu'un nombre suffisant de personnes sont disponibles en Ukraine. Nous avons probablement besoin que davantage de personnes se déplacent vers la ligne de front. Vous voyez, les masques tombent. Les masques tombent. Donc là, non seulement Zelensky a commencé à s'embrouiller avec Trump, parce que Trump, à Paris, l'a clairement pas méprisé, mais il a eu quelques attitudes hautaines envers Zelensky qui ne sont pas passées inaperçues. Les médias en ont parlé. Je parle des médias internationaux, bien sûr, hein. Bien évidemment, c'est pas dans le Figaro, Le Monde que vous verrez cela. Mais bon, Trump a été quand même, j'avoue, assez méprisant envers Zelensky. C'était à la limite de la politesse. Mais bon, et en plus, il y a cette affaire qui s'ajoute des 400 000 morts divulgués par Trump. Et Zelensky qui s'empresse de dire non, 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 c'est 43 000 morts. Donc déjà, les brouilles avec Trump, ça date de loin, j'ai envie de vous dire, parce que Trump a toujours méprisé Zelensky. Toujours. Donc ça a toujours été comme ça. Biden n'a jamais vraiment aimé Zelensky, comme vous le savez bien, si vous me suivez depuis longtemps, puisque Joe Biden détestait le côté commercial de Zelensky qui n'arrêtait pas de lui téléphoner, qui n'arrêtait pas de venir le voir pour réclamer la frappe en Russie avec les attaques MS. Ça a déplu énormément à Zelensky, mais ça a déplu énormément à Joe Biden, qui lui était adamantin sur le fait qu'il ne donnerait pas l'autorisation de frapper avec des attaques MS. Donc en gros, alors, ça c'est une brouille parmi d'autres, hein. C'est une brouille parmi d'autres, hein. Bref, donc rien ne va plus entre l'Ukraine et l'administration Biden, et encore pire avec l'administration Trump, puisque Trump a déclaré publiquement qu'il n'aiderait plus l'Ukraine, hein. N'oublions pas America First, hein, de Donald Trump. Bon, bref, rien ne va plus entre l'Ukraine et Washington, mais Washington, quand même, ne peut pas se permettre pour l'instant de lâcher Zelensky en race campagne, puisque l'administration Biden est toujours au pouvoir jusqu'au 20 janvier, et que Joe Biden lui-même avait dit qu'il aiderait l'Ukraine autant de temps qu'il le faudrait. Et oui. Donc, pour ne pas perdre la face, l'administration Biden, de toute manière, ne peut pas lâcher Zelensky. Voilà, donc là, ça attendra Trump. Alors là, un article de Ukrainska Pravda, donc un des grands journaux ukrainiens, et nous allons voir que Zelensky persiste et signe. Le gouvernement ukrainien n'a pas l'intention d'abaisser l'âge de la conscription en Ukraine. Donc lors d'un discours à la Verkhovna Rada d'Ukraine, le 19 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le gouvernement n'envisageait pas d'abaisser l'âge de mobilisation en Ukraine. Et vous allez voir, il va aller plus loin Zelensky, puisqu'il va en plus faire un tweet sur X. Donc je suis allé sur le compte de Volodymyr Zelensky, sur X, car tout le monde est sur X. Et là, Zelensky nous dit: les médias parlent beaucoup de l'abaissement de l'âge de la conscription pour les Ukrainiens qui veulent aller au front. Nous devons nous concentrer sur l'équipement des brigades existantes et la formation du personnel pour utiliser cet équipement. Nous ne devons pas compenser le manque d'équipement et de formation par la jeunesse des soldats. Bah oui, il était obligé de dire ça. Souvenez-vous, quand j'avais fait l'analyse
de ce qu'avait voté la Rada il y a bien des mois maintenant pour l'abaissement de l'âge de la mobilisation de 27 ans à 25 ans. Souvenez-vous, ça a été un grand remue-ménage en Ukraine. Beaucoup ont manifesté dans les rues. Les Ukrainiens n'étaient pas contents. Donc là, ça a été très dur. Zelensky, il a mis 6 mois. Il a mis plus de 6 mois même pour, pour faire passer une loi qui abaisse de l'âge de 27 à 25 ans. Imaginez-vous de passer de 25 ans à 18 ans. Là, il se ferait lyncher par la population. Ça n'avait aucune chance d'aboutir. Ou alors, il devient dictateur, loi martiale, etc., etc. Mais cela n'avait aucune chance de passer. Donc, Zelensky, il a raison de faire style le gars qui résiste à la pression américaine. Là, il a raison. C'était la sagesse et c'était ce qu'il fallait faire. Car sinon, ce ne serait jamais passé au sein de l'Ukraine qui est arc-bouté contre cette idée d'abaisser l'âge de la mobilisation. Ça ne serait pas passé. Donc là, Zelensky, il a bien fait de rester sur ses positions. Alors voici Mediazona qui nous montre les derniers chiffres mis à jour au 6 décembre du nombre de soldats russes tués par des informations vérifiées, comme c'est expliqué ici avec BBC News, donc uniquement avec des informations vérifiées. On a 82 050 soldats russes tués depuis le début de la guerre, donc c'est-à-dire 24 février 2022 avec l'évolution. Donc là c'est par mois, hein, c'est une évolution par mois. Alors là c'est l'estimation qui est de Mediazona. Il n'y avait pas d'estimation avant, hein. Donc cette estimation n'a que 7 ou 8 mois maintenant. Alors pourquoi ils ont mis une estimation? Parce que Mediazona était la cible de beaucoup d'entités occidentales, parce que évidemment ça allait à l'encontre de la propagande quant aux morts russes. Alors ils ont ajouté une estimation. Voilà. Donc là, leur estimation, elle remonte au 5 juillet. Et donc au 5 juillet, l'estimation, c'est 120 000 soldats russes morts. Voilà, une estimation évidemment qui ne porte sur rien. C'est comme ça, au doigt mouillé. Voilà, pour que ça soit un peu mieux conforme aux estimations de la propagande occidentale. Voilà. Et vous voyez la différence avec le chiffre réel répertorié uniquement avec des faits vérifiés, avec des sources vérifiées uniquement. Voilà, donc je voulais quand même mettre ça un petit peu au clair avant, donc pour vous donner une idée un petit peu plus précise du nombre de morts avec des chiffres vérifiés cette fois. Mais attendez, c'est pas fini. Alors quand on fouille dans Mediazona, on trouve ce graphique qui nous donne les pertes russes confirmées en Ukraine par semaine. Donc là, vous voyez le nombre des tués. Donc on a 208, 416, 624, etc. Et là, vous voyez des grands traits. Et chaque trait représente une semaine. Et tout le graphique, ici, représente tous les morts répertoriés russes depuis le début de la guerre, donc depuis février 2022 au novembre 2024. Donc là, on peut voir par exemple sur le trait marron qu'il y a eu au pic, au pire des moments pour les Russes, 1040 morts en février 2023. Donc ça, c'était le pire des moments. Et au pire des moments, on arrive à 1040 morts. Et là, de nos jours, donc on va dire octobre-novembre, vous voyez, octobre-novembre, on a
allez, on va dire dans les 180 morts à peu près, octobre-novembre. Si on remonte un petit peu plus loin en août, hein, par exemple, on est dans les 300, allez, 380 morts à peu près par semaine. Car, je répète, chaque trait représente une semaine. Voilà, donc c'est le nombre de morts russes par semaine, comme vous pouvez le voir là. Et là, vous voyez la tendance. La tendance est à la baisse de manière assez importante. Donc plus le temps passe, moins les Russes ont de pertes. Bon, bref, maintenant, faut quand même voir l'éléphant au milieu de la pièce. Là, nous voyons que chaque trait, ce sont les morts de soldats russes en une semaine. En une semaine. Là, par exemple, si on prend octobre, on a environ, ici, on va dire, on a environ, allez, 180 morts en une semaine. Or, Kiev, et leurs chiffres sont repris par la plupart des grands médias occidentaux, dit qu'ils font entre 1500 et 2000 morts côté russe par jour. Par jour. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous plutôt Mediazona BBC ou les chiffres donnés par Kiev, qui sont d'ailleurs repris par tous les grands journaux internationaux, Washington Post, Bloomberg, New York Times, etc. Maintenant, c'est à vous de voir. Et regardez là comment ça se passe au niveau du front. Qui perd, qui gagne. Alors maintenant, sachant tout cela, qui croyez-vous, Kiev ou Mediazona BBC? Je vous laisse seul juge. Là, un article de Politico qui nous dit la France et la Pologne discutent de la force de maintien de la paix en Ukraine. Les dirigeants discuteront de l'envoi de troupes étrangères en Ukraine après la fin de la guerre. Donc là, carrément, on ne se mouille pas. Hein. On ne se mouille pas. Là, c'est juste de la com envers Vladimir Poutine pour que la France et la Pologne montrent leurs petits bras musclés. Uniquement. Euh, écoutez bien, les dirigeants discuteront de l'envoi de troupes étrangères en Ukraine après la fin de la guerre. Ils ne discutent pas maintenant est-ce qu'ils vont envoyer des troupes de maintien de la paix maintenant en Ukraine. Non, non. Ils discuteront. Ils ne feront que discuter après la fin de la guerre, dont personne ne sait quand ce sera exactement la fin. Personne. Donc c'est que de la com, bien évidemment. Là, Macron, il a été à Varsovie, il a discuté avec Tusk, et puis voilà. Et Macron, il aime bien faire ça. Souvenez-vous, dans les points sur l'Ukraine, il y a très peu de temps, Macron a discuté d'envoi de troupes en Ukraine avec Keir Starmer, le Premier ministre anglais. Et le lendemain, Keir Starmer, il a dit ah ben non, non, on n'enverra pas de troupes nous, les Anglais, au final. Voilà. Et donc là, Macron se tourne vers la Pologne, comme l'Angleterre, ça marche pas. Voilà. Sauf que là, maintenant, ça descend encore d'un cran. Parce que là, ils ne discuteront de l'envoi de troupes étrangères qu'à la fin de la guerre. Discuter hein, seulement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une décision qui va être prise. Vous voyez, là, on se mouille pas et c'est que de la communication. C'est hautement ridicule. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que si Macron est retourné en France en écourtant sa visite à Varsovie avec Tusk, eh bien c'est tout simplement parce que Tusk, quand même, le résultat de tout ça, eh bien c'est que Tusk a dit, ben non, je n'enverrai pas de troupes en Ukraine. Bref, Tusk a répété exactement ce qu'il avait dit la première fois à Macron, quand Macron tout seul avait décidé d'envoyer des forces en Ukraine, hein, quand vous savez, quand Macron le premier a dit cela au monde entier, eh bien il s'était retrouvé tout seul parce que le monde entier, dont la Pologne déjà, avait refusé d'envoyer des troupes polonaises
en Ukraine. Et tout le monde avait refusé d'ailleurs. Il n'y avait que Macron qui restait sur cette idée. Et comme je vous l'ai déjà dit, il a essayé de s'accrocher à ça avec l'Angleterre et maintenant avec la Pologne. Il insiste lourdement et il se fait très clairement rembarrer. Cela explique aussi donc pourquoi il est reparti si vite en France. En réalité, ce n'était pas pour choisir en urgence un Premier ministre. Pas du tout. Comment voulez-vous que la France soit crédible? Bon, je parle pas de la Pologne, c'est des acharnés, c'est des rageux. Eux, c'est des fous de guerre, hein. Évidemment, ils ont été les plus fervents soutiens de l'Ukraine, hein, les Polonais, avec les Lituaniens, etc. Bref, mais la France, on parle de la France là quand même, hein. Vous voyez à quel point, bon, vous allez me dire, on a déjà perdu toute crédibilité à l'international. Oui, mais là, on s'enfonce encore plus. Alors ici, un article du Washington Post très intéressant. On a les rebelles syriens ont bénéficié de l'aide de l'Ukraine pour humilier la Russie. Souhaitant faire couler le sang de Poutine, Kiev a fourni des drones pour l'offensive qui a renversé Assad. Alors cet article est très bien parce que il confirme l'article que je vous avais montré la semaine dernière du Kyiv Independent. L'article du Kyiv Independent, c'était que l'Ukraine se vantait d'avoir formé les Syriens pour combattre Bachar el-Assad. Ça, c'était le journal ukrainien qui disait ça. Et là, on a le Washington Post. Alors, bon, bah, c'est parfait, puisque ça confirme ce que moi je vous disais il y a un moment déjà, c'est-à-dire qu'il y a bien des soldats ukrainiens en Syrie. Voilà, amenés par les Américains, bien évidemment. Donc tout se confirme, tout se confirme. Et n'oublions pas qu'il y a des soldats ukrainiens au Soudan. Ne l'oublions pas, qui sont aussi soutenus par l'armée américaine au Soudan. Ne l'oublions pas. Voilà, donc les Ukrainiens combattent la Russie sur tous les terrains qu'ils le peuvent. Et d'ailleurs, cela avait été annoncé officiellement par Zelensky, qui avait dit qu'il combattrait tous les Russes dans le monde entier. Voilà, donc bah là, il faut avouer que les Ukrainiens n'ont qu'une parole. Il faut admettre cela. Alors pour enfoncer le clou, on a cet article de Géo qui nous dit Ukraine, pourquoi les forces spéciales de Kiev se battent-elles en Syrie? Bah voilà, bah en fait, en lisant l'article, ils se battent en Syrie bah parce qu'il y a des Russes. Voilà, bon maintenant il n'y en a plus des Russes à part dans la base de Remény près de Latakia et dans la base de Tartus. Mais à part là, voilà. Alors effectivement, il y avait pas mal de Russes en Syrie, hein. N'oublions pas qu'il y a 21 bases russes en Syrie et 96 postes d'observation pour observer les Kurdes, les Syriens djihadistes, anti-Bachar al-Assad, les Américains, etc. Donc il y avait 21 bases russes et 96 postes d'observation russes en Syrie. Et quelques milliers de soldats là-bas, répartis dans toute la Syrie. Donc oui, il y avait des forces russes qui intéressaient Kiev, hein, parce que Kiev a juré de se battre partout dans le monde où il y avait des Russes. Alors évidemment, ils vont là où il y a des soldats russes euh, qui sont proches de soldats américains. Évidemment, il n'y aurait pas d'Américains au Soudan et en Syrie, il n'y aurait pas de force spéciale de Kiev, bien évidemment. Là, on a un article du Kyiv Post, donc qui est l'équivalent du Kyiv Independent, donc un journal ukrainien, qui nous dit les forces spéciales ukrainiennes et les rebelles syriens déciment les mercenaires russes en Syrie. Alors, les mercenaires russes, c'est les soldats de Wagner, bien évidemment, hein. Et vous notez, The Kyiv Post nous dit que les forces spéciales ukrainiennes et les rebelles syriens, donc ils se battent ensemble comme des frères d'armes contre Wagner en Syrie.
Alors bon, évidemment, tout ça est absolument ridicule. Alors, pas le fait qu'il y ait des forces spéciales ukrainiennes, ça, on le savait depuis déjà un moment. Mais déjà, le choix des mots. Regardez le choix des mots. Des rebelles syriens. Les rebelles, non pas les djihadistes, mais des rebelles. Alors, maintenant, pour un effet de communication, on aurait pu faire mieux que ça, hein. On aurait pu mettre les gentils rebelles syriens qui veulent faire un État démocratique avec une véritable république. Voilà, ils auraient dû dire ça, hein, pour être plus dans la communication. Bon, là, ils ont juste changé djihadiste en rebelle. Voilà, ce sont des rebelles, hein, donc des gens gentils qui se battent pour la bonne cause. Alors ça va, ça va. Mais vous voyez un petit peu à quel point, bon, bah, forcément, les Ukrainiens, comme ils n'arrivent pas à vaincre sur leur propre terre en Ukraine, bah, ils essayent de vaincre ailleurs, avec l'aide américaine, bien entendu. Hein. C'est pas les forces spéciales ukrainiennes toutes seules qui vont prendre un avion en Syrie, établir une logistique tout seul comme des grands là-bas. Bien évidemment, ça s'ajoute aux forces spéciales américaines, cela va de soi. Là, un article intéressant de Business Insider qui nous dit la Russie a tiré 4 fois plus de drones et de missiles sur l'Ukraine au cours des 3 derniers mois qu'un an plus tôt. Alors, vous notez, c'est fini cette propagande qu'on écoutait il y a certes un bon moment maintenant, où on nous disait oh, regardez tout ce qu'ils ont lancé en missiles, ça y est, les Russes n'ont plus de missiles, ça y est, leur stock va être épuisé. Et ça, c'était le Pentagone hein, qui disait ça en plus. Hein. C'était repris par le New York Times. C'était à pleurer de rire. Hein. Ah, ils ont envoyé tellement d'obus, ça y est, ils ont plus d'obus. Hein. Bon, c'était il y a très très longtemps. Vous notez maintenant que ce genre de propagande de communication a été complètement abandonné. Maintenant, c'est juste du constat. Hein, étant donné qu'ils se sont trompés pendant tellement longtemps en nous vendant leur propagande ridicule, comme quoi le complexe militaire industriel russe ne pouvait pas suivre, eh bien voilà. Là maintenant c'est fini, ils ne disent plus rien, ils ne font que constater maintenant. Alors là vous voyez un titre du grand média indien First Post, qui est un média indien international en anglais, et il nous parle, ce média indien, de la rencontre du ministre de la Défense indien Rajnath Singh avec Vladimir Poutine. Cette réunion a eu lieu mercredi. Et que dit cette réunion? Eh bien, d'après la speakerine indienne, eh bien, voilà ce qu'a dit Rajnath Singh à la fin de cette réunion. En dépit des défis géopolitiques et d'une grande pression, que cela soit en public ou en privé, l'Inde a fait une décision en conscience de non seulement continuer son engagement proche avec la Russie, mais aussi d'approfondir et d'étendre cette coopération avec la Russie. Donc ça, c'est le ministre de la Défense indien. Alors, on avait déjà des premiers signes, puisqu'il y a quelques mois, je vous avais dit que l'Inde, maintenant, revoyait d'un bon œil éventuellement l'achat de Sukhoi 57, alors que l'Inde avait abandonné ce projet-là. Mais la Russie ayant changé les moteurs du Sukhoi 57 avec des super moteurs, va-t-on dire. On va en parler plus précisément juste après. Hein. Et bon, ce n'est qu'un exemple, mais là, il y a l'Inde qui voudrait acheter de nouveaux radars de détection. Vous allez voir le radar que l'Inde serait désireuse d'acheter. Donc je vous résume, hein, mais il y a les sous-titres en français en bas. En gros, l'Inde veut acheter pour 4 milliards de dollars de ces radars. Vous avez bien entendu,
4 milliards de dollars pour ces radars qui sont certes révolutionnaires. Alors vous allez voir, donc là la journaliste va présenter ce radar et vous aurez les images. Voilà, c'est le radar Varones qui peut détecter et suivre des avions jusqu'à 8000 km d'altitude et 6000 km de distance à l'horizontale et 500 objets qu'il peut suivre simultanément. Donc c'est tout à fait révolutionnaire, bien évidemment. Seuls les Russes ont ce type de radar, à ma connaissance tout du moins. Et donc bah, les Indiens veulent acheter ces radars-là. Donc c'est très intéressant, mais on va quand même revenir à la déclaration du ministre de la Défense. Alors pourquoi je reviens sur la déclaration officielle du ministre de la Défense indien? C'est que là, il avoue que il y a des défis géopolitiques et une énorme pression qu'il subit. Alors vous doutez bien que la pression, elle vient des Américains. Et la pression américaine, à la fois dans le public et dans le privé. Et malgré ces pressions américaines énormes, eh bien, l'Inde, malgré tout, a décidé de continuer avec la Russie et mieux encore d'étendre son partenariat militaire avec la Russie. Vous vous doutez bien que les États-Unis sont furieux. Cela dit, il faut quand même rappeler que la Russie avait un partenariat d'armement de 76% avec l'Inde et que maintenant il est descendu à 34%. Donc chute vertigineuse concernant l'armement russe en Inde. L'Inde a diversifié avec la France et les États-Unis. Mais la chose, c'est que certes, l'Inde a diversifié son approvisionnement en armes, bon, aussi parce que l'Inde veut dans le futur être le premier vendeur d'armes au monde, hein, c'est l'ambition de l'Inde. Donc vous notez que l'ambition de l'Inde est le même que la Corée du Sud. Mais bon, bref, mais vous notez que l'Inde qui est tombée à 34%, ben, va remonter ce pourcentage hein, pour avoir une plus profonde relation avec la Russie et étendre cette coopération militaire, ben, à cause des Américains qui font tellement pression contre l'Inde, donc contre Modi, aussi bien dans le public que dans le privé, ben, que les Indiens ben, font l'inverse de ce que veulent les Américains. Et voilà à quoi ça sert d'harceler l'Inde. Bah, ça mène au résultat inverse, évidemment. Alors on a Military Watch Magazine au 12 décembre qui nous dit que ça y est, le moteur du nouveau Sukhoi 57M, le AL-51F1, est enfin prêt et opérationnel et va être en mode de série en 2025. Donc ils vont le produire en série en 2025. On verra. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Est-ce que vraiment ça va se faire ou pas dans les temps? Nous verrons bien. Alors, je vous avais déjà fait une présentation de ce nouveau moteur. Alors, je vous avais dit qu'il consommait 18% de carburant en moins, qu'il permet de voler en mode super croisière à plus de Mach 2. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est carrément révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il peut voler sans mode post-combustion à plus de Mach 2. C'est extrêmement impressionnant. Alors après, on comprend pourquoi il consomme beaucoup moins de carburant que son prédécesseur. Et donc son prédécesseur, c'était le 41 F1. Et bien, Isdeli, on l'appelait Isdeli, le moteur du Sukhoi 57M. Donc oui, ça va être révolutionnaire et c'est grâce à ce nouveau moteur que les Indiens se sont réintéressés au Sukhoi 57 et qui voudraient l'acheter entre guillemets sur étagère. Bon, nous verrons bien si vraiment ça se concrétise ou non.
Donc là, on nous dit que ça nous permet beaucoup de choses. Ça permet d'avoir plus d'électricité dans l'avion, donc de mieux alimenter les radars, améliorer considérablement la portée et tous les aspects des performances de vol, réduire les coûts opérationnels, réduire les besoins de maintenance. Bon, il apporte beaucoup de choses. Cela dit, les Russes ont eu beaucoup de retard, beaucoup de retard pour faire ce fameux moteur. Donc là, peut-être que les nouveaux budgets militaires qui ont été donnés il y a près de 3 ans ont permis cela. Peut-être. Alors là, ce paragraphe est intéressant. Malgré des améliorations significatives intégrées au fil du temps, le Sukhoi 57 accorde beaucoup moins d'importance aux capacités furtives que les chasseurs chinois ou américains de 5e génération et n'a pas été conçu pour des vols de pénétration en territoire ennemi. Il était plutôt destiné à conserver un haut degré de survivabilité tout en opérant derrière et en tandem avec un écran de système de défense aérienne au sol. Et il est prévu aussi pour fonctionner avec le Sukhoi 70, le plus grand drone du monde, qui pèse 16 tonnes. Voilà, il a été conçu pour fonctionner en tandem avec ce drone. Le programme Sukhoi 57 a donné la priorité à la réduction des besoins de maintenance et des coûts opérationnels pour éviter les taux de disponibilité très faibles qui ont affecté les flottes de chasseurs furtifs américains F-117, F-22, F-35. Alors pour la petite info, Lloyd Austin a été inquisitionné par le Congrès américain sur le fait que le F-35 n'était disponible qu'à 28%. Donc en gros, il n'y a que 28% des F-35 sur toute la flotte qui est constamment disponible. 28%, c'est très peu, hein. L'un des moyens notables par lesquels cela a été réalisé est la réduction de la dépendance au revêtement absorbant radar. Ça, c'est ce que je vous avais dit dans un point sur l'Ukraine. Par exemple, le B2 qui a un revêtement absorbant qui est en fait une peinture, hein. C'est ça le revêtement absorbant. Et la peinture du B2 coûte environ 15 000 dollars du mètre carré. Donc évidemment, et en plus cette peinture devait être appliquée à chaque mission, puisque cette peinture ne résiste pas aux intempéries. Donc voilà, donc les Russes ont décidé de ne pas utiliser de peinture de revêtement absorbant qui coûte une fortune, ce qui a été réalisé en utilisant des solutions innovantes telles que la fibre de verre absorbant les radars. Contrairement aux chasseurs furtifs américains qui coûtent systématiquement beaucoup plus cher à exploiter que leurs prédécesseurs de 4e génération, cette approche permet au Sukhoi 57 d'atteindre potentiellement des coûts opérationnels inférieurs à son prédécesseur direct, le Sukhoi 27 soviétique. Voilà. Donc c'était un article très intéressant pour la continuité du côté militaire. Alors pour finir toujours sur le côté matériel militaire, au lieu de finir avec des articles sur l'économie, une fois n'est pas coutume, on a le Washington Post qui nous dit l'Ukraine s'empresse de développer ses propres armes à longue portée pour contrer la Russie. Les troupes ont démontré leur habileté avec les drones à longue portée en frappant en profondeur la Russie, mais les experts disent qu'elles ont également besoin de la puissance de missiles balistiques. Donc voilà, donc les Ukrainiens s'empressent de faire leur propre arme à longue portée, et là, les drones, bah, tout simplement parce qu'ils anticipent le fait qu'ils n'auront plus d'aide américaine quand Trump sera au pouvoir. Ce n'est pas fini. On a DP International qui nous dit que Zelensky nous apprend que l'Ukraine teste avec succès des missiles à longue portée. Donc voilà, donc ils font des nouveaux drones longue portée, des nouveaux missiles balistiques longue portée. Donc là, apparemment, d'après Zelensky, le premier test a été avec succès. Bah, maintenant, il faut qu'ils arrivent à faire un vrai missile balistique qui fonctionne bien, qui soit fiable, et enfin,
qu'ils le produisent en quantité industrielle. Nous verrons cela. Alors voici la carte militaire, donc tout de suite on va parler de cette frappe de 93 missiles et 200 drones sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, en réponse à la frappe des 6 attaques MS sur l'aérodrome militaire de Taganrog, qui n'avait aucun avion. Hein. Sur le tarmac, il n'y avait absolument aucun avion. Les avions sont bien plus en arrière, comme l'avait précisé Lloyd Austin. Donc là maintenant, l'Ukraine est en attente d'une éventuelle frappe du missile hypersonique Oreshnik, puisque bon, ça a été plus ou moins laissé entendre par le Kremlin. Mais bon, rien n'est confirmé bien sûr. En attendant, la frappe sur l'infrastructure énergétique a bien été revendiquée par le Kremlin comme une réponse à la frappe des 6 attaques MS dans l'oblast de Rostov. Donc justement, donc là on va parler très très vite, juste pour vous situer encore une fois où se trouve l'attaque de Taganrog. Donc c'est ici, exactement ici, dans l'oblast de Rostov. C'est là que les 6 attaques MS ont frappé. C'est purement symbolique, puisque encore une fois, je le répète, il n'y avait aucun avion sur l'aérodrome militaire, et en plus les 6 attaques MS ont été arrêtées dans les airs, donc il n'y a eu que des dommages extrêmement mineurs. Là, il y a eu une attaque du pont de Kerch par des drones marins. Ça faisait très très longtemps. Ça faisait longtemps, et tous ces drones marins qui viennent en général d'Odessa à peu près, donc en général ils viennent d'ici, donc ils doivent faire tout ça comme distance, c'est très long, et tous les drones marins ont été arrêtés. Ça aussi c'est complètement ridicule, puisque évidemment le pont de Kerch, comme la Crimée d'ailleurs, c'est la zone la plus protégée de tout le front. Donc, et en plus, les drones navals bon, ne font pas grand, drones marins, pardon, ne font pas grand dommage. Ce qui aurait fait des dommages, c'est des Storm Shadow, des Scalp. Oui, là, ça aurait pu avoir un intérêt, mais avec des drones marins, encore une fois, on est dans le symbolique, et je le répète, tous ont été détruits. Donc ils n'ont fait strictement aucun dommage. Alors maintenant, on va parler du front même. Donc dans la zone de Kherson, dans l'oblast de Kherson, il ne s'est rien passé, mais le gouvernement de Kiev subodore qu'il y aura éventuellement un grand assaut pour aller sur Kherson même, donc prendre la ville de Kherson. Alors bon, c'est une rumeur, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ils disent cela, mais sans rien de concret derrière. C'est comme le grand assaut qu'on attendait suite à une agglomération des forces russes ici. Alors effectivement, des blogueurs russes disent qu'il y a une agglomération des forces russes ici pour une éventuelle attaque carrément sur la ville de Zaporojye. Donc le ministère de la Défense ukrainien en a beaucoup parlé aussi. Ils craignent cela. Ils craignent cela, mais rien ne s'est passé, toujours aucune avancée. Alors évidemment, il faut savoir que quand vous faites une agglomération d'armées, bah forcément ça se voit. Ça se voit de loin. Donc je suppose que si ça se fait, ça se fera à la dernière minute pour qu'il y ait un plus ou moins un effet de surprise. C'est mon hypothèse. Les attaques qui devaient être faites à travers le Dniepr par Kiev, bah, au final, n'ont pas été faites. Donc c'était prévu, hein, soi-disant, par des blogueurs ukrainiens. Bon, il n'y a rien qui s'est passé, vraiment sans surprise. Alors maintenant, on va passer aux avancées russes. Donc là, les Russes avancent toujours sur le front. Là, une petite avancée. Donc, comme on peut le voir, Grand Novosilka, qui est une grosse proie des Russes, on voit qu'il y a un effet de tenaille qui est en train d'être fait.
Cette tenaille, une fois faite, va complètement faire un chaudron sur Grande Novosilica. Évidemment, Grande Novosilica tombera bien tout tombera de toute manière. Mais en tous les cas, il y a une résistance ukrainienne importante ici. Il faut quand même le rappeler. Il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui sont envoyés sur Grande Novosilica. Donc bon, les Russes avancent, mais c'est pas facile pour les Russes non plus. Alors là, on a carrément un chaudron complet sur la zone de Kourakovier, bien sûr, et là, les Russes sont assez avancés, on peut le dire, donc ici et ici. Donc là, le but, c'est de prendre Kostiatynopil une fois que Kourakovier sera tombé. Quand Kourakovier sera tombé, ce sera terrible, hein, parce que c'était à la fois un verrou stratégique et un nœud logistique. Donc quand Kourakovier va tomber, ça va faire très mal. Alors ça va faire encore plus mal que Grande Novosilka. Grande Novosilka, c'était un nœud logistique assez important, mais plus petit que Kourakovier. Donc, et c'était un petit verrou stratégique. Donc une fois que les Russes seront passés ici, c'est là où il y a toutes les forces ukrainiennes. Après, ça va être beaucoup plus facile. Ils vont avancer quasiment comme dans du beurre, hein. Une fois que Grand Novosilka sera tombé, il y a presque plus de défense, hein. Donc là, ils prendront le chapelet de ville ici sans grande difficulté. C'est ici qu'il y a des petites forteresses et Koulakovier. Donc quand Koulakovier tombera, vous avez vu les flèches stratégiques, ils vont prendre Kostiatynopil, bien évidemment. Le chaudron va complètement se refermer. Il n'y a toujours aucun ordre de retraite qui a été donné aux soldats ukrainiens. Mais là, pour une fois, ça y est, les soldats ukrainiens s'en vont, non pas parce que, comme je viens de vous le dire, il y a une retraite. Non, il n'y a pas de retraite qui ont été demandées pour les soldats ukrainiens, mais ils s'enfuient. Apparemment, ils s'enfuient, donc ils sauvent leur vie, tout simplement. Donc, à petite avancée ici des Russes sur Koulakovier, là où il y a eu la grosse avancée, toujours au même endroit, c'est dans la zone de Paklovsk, l'endroit le plus important du front. Là, vous voyez de grosses avancées. Donc là, ils ne sont plus qu'à 3 km de la ville de Paklovsk. Et vous pouvez voir, là, ils ont pris encore une ville complètement. Là, donc ils ont pris une, deux, trois villes en une semaine, hein. Donc la semaine prochaine, Lizivka, bien sûr, tombera. Ça va de soi. Grosse avancée. Et ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai entouré la ville d'Oudachnier, où j'ai mis charbon. Alors comme je le répète chaque semaine, c'est la dernière grande mine de charbon de haute qualité d'Ukraine. Quand Oudachnier tombera, il n'y aura plus de sidérurgie en Ukraine. Ça va être absolument terrible pour l'Ukraine. Donc là, les Russes, ils veulent vraiment prendre Oudachnier en même temps que Paklovsk. Et comme je le répète chaque semaine, quand Paklovsk tombera, ça va être un coup de massue absolument terrible, d'un ordre encore beaucoup plus élevé que Bakhmut. Bakhmut, quand c'est tombé, ça a été très fort symboliquement, tout comme Ougledar. Mais Paklovsk, là, c'est pas symbolique. Là, ce sera quelque chose qui tombera de vraiment extrêmement concret. C'est le plus grand nœud logistique du front. C'est ce qui permet au front de l'Est de tenir. Alors, pas sur tout le front, mais la zone de Zaporijie, la zone de Donetsk, même la zone de Lugansk, hein, j'ai envie de vous dire. Donc en gros, Paklovsk, ça servait de nœud logistique pour toute cette zone. C'est absolument énorme. Peut-être, je dis bien peut-être,
Quand Paklovsk tombera, peut-être que ça signera la fin de l'Ukraine. Nous verrons bien. Là, il y a eu des avancées petites, mais importantes sur la zone de Toretsk. Ils avancent toujours. Alors pareil, en Toretsk, c'est une des zones les plus importantes du front au niveau logistique. Donc c'est plus petit que Paklovsk au niveau logistique, mais j'ai envie de vous dire c'est numéro 2 dans l'importance du front, l'endroit de Toretsk. Là ils ont pris une ville, vous pouvez voir qu'ils sont en train de faire un contournement sur la gauche côté ouest et ils vont prendre Toretsk donc par le sud, donc ils font la même stratégie que Paklovsk. Paklovsk c'est par le sud que ça se passe. Ils ont complètement abandonné une tenaille par le nord, donc ils ne font que par le sud, certainement à cause d'Oudachny, qui est une cible stratégique prioritaire. Donc Toretsk, ça avance. Tchassivial, ça n'a pas vraiment avancé. Alors quand je dis ça n'a pas vraiment avancé, bien sûr que les Russes avancent, mais bon, je vais pas décaler mètre par mètre la ligne de front. Vous m'avez compris, je décale la ligne que quand vraiment il y a une avancée importante, minimum de 200 mètres. Sinon je ne bouge pas la ligne. Alors évidemment, là j'ai mis une flèche stratégique. Une fois que Tchassivial sera prise, ils fonderont sur Kostiatinivka, qui est un endroit important. Alors, pas au niveau d'un verrou ou d'un nœud logistique, mais c'est important pour faire la jonction avec la grande route qui permettra d'aller sur Kramatorsk. Ça fait 2 ans et demi que je vous dis que Tchassiviar est le plus grand verrou permettant l'accès à Kramatorsk et Slaviansk. C'est pour prendre cette route-là principale qui alimente une grosse partie du front, parce qu'il ne faut pas oublier que une énorme partie de la logistique vient de Kramatorsk et de Slaviansk, concernant l'origine, parce qu'ils utilisent cette grande route qui permet d'alimenter le front concernant les Ukrainiens. Donc Tchassiviar, le plus grand verrou stratégique de tout le front. Donc là, sinon, ici, il ne s'est rien passé dans la zone de Kupiansk, ça s'est figé. Donc ils avaient eu une grande avancée, les Russes, là, sur Kupiansk. Là, ils ne font que consolider. Ils ne font que consolider. On notera quand même qu'il n'y a strictement aucune avancée dans toute cette zone depuis maintenant assez longtemps quand même. Donc on sent que les Russes sont purement défensifs. Alors maintenant, pourquoi ils sont purement défensifs et qu'il ne se passe rien sur toute cette partie du front? Pourquoi il ne se passe rien sur toute cette partie du front? Parce qu'ils ont dépouillé plus ou moins leurs forces pour aller vers les zones comme Paklovsk, Zapalojye, Tchassiviar, Toretsk, voilà. Ils les ont dépouillés pour aller un peu là-bas. Donc là, les forces qui restent ici sont purement en mode défensif. Alors là, quand même, il y a eu une avancée russe, donc vers le nord de Kupiansk. Kupiansk, c'est là. C'est entouré d'un triangle. Le triangle, parce que c'est les villes les plus importantes. C'est pour ça que c'est entouré d'un triangle. Et donc là, ils ont fait une avancée assez importante. Donc vous voyez que là, ils ont largement passé la rivière Oskol. Et donc apparemment, ils essayent de faire quelque chose vers le nord. Comme ils voient qu'il y a énormément de forces qui viennent sur Kupiansk. Kupiansk a une très 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 forte résistance. Une des plus fortes résistances avec la zone de Zapalojye beaucoup plus au sud. C'est parmi les endroits où il y a le plus de forces ukrainiennes. C'est pour ça que les Russes ont beaucoup de mal à avancer dans cette zone. Donc ils se sont dit, on va avancer beaucoup plus vers le nord et ensuite fondre comme ça sur Kupiansk en partant par le nord. Donc ils vont là où il y a une zone de faiblesse et ils vont, je suppose, ensuite fondre sur Kupiansk par le nord en utilisant la grande route stratégique P79
qui alimente bien sûr le front côté ukrainien. Donc voilà la stratégie que je suppose qu'ils vont faire. Alors sur le front, Wolfschanz que Lipsi, ben, il s'est rien passé de spécial. Ça bataille énormément. Attention, c'est pas parce qu'il ne se passe rien depuis longtemps que ça ne bataille pas, hein. C'est parce que les forces s'équilibrent ici, hein. Sur Kursk, il s'est passé des choses. Les Russes ont beaucoup avancé. Kursk est en train de s'effondrer complètement. Alors je le répète chaque semaine, hein, les pointillés, c'est la ligne de la semaine dernière, hein. Alors regardez tout ce qu'ils ont pris en une semaine. Vous vous rendez compte comment ils s'approchent de Souja, qui est le quartier général de Kursk, ukrainien. Donc là, énorme avancée russe, comme vous pouvez le voir. Et là, quand même, ça c'est à souligner, on voit qu'ici, c'est complètement exceptionnel. Les Russes sont carrément entrés en territoire ukrainien ici, sur le nord. Donc Alexandria, ce village, ce gros village ou petite ville, va être prise par les Russes. Alors que veulent les Russes? Est-ce qu'ils veulent faire une zone tampon et ils veulent se diriger carrément sur Soumy pour protéger l'oblast de Kursk, mais aussi de Belgorod? Est-ce qu'ils vont faire une zone tampon de Soumy? Bon, alors pourquoi pas? Franchement, moi je ne le pense pas parce que ça demanderait énormément de force, mais bon, nous verrons bien. En tous les cas, grosse avancée russe sur Kursk. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, abonnez-vous, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo, partagez autour de vous afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous de votre soutien pour cette chaîne et toujours, soyez curieux.